Bonjour, bienvenue dans ce premier podcast de sociologie politique. Je m'appelle Romain et tu vas étudier ce cours avec moi pendant les 9 prochaines capsules. Bonne écoute. Commençons donc par une introduction générale et un premier point, la sociologie est-elle une discipline distincte? Eh bien, la sociologie politique est ancienne et c'est une discipline mère en lien avec la sociologie et les sciences politiques. À l'évidence, la sociologie est plus ancienne et est une discipline mère de ce qui est devenu la science politique. C'est une discipline mère en corrélation avec le droit et l'histoire et sont donc fondamentalement en sciences politiques. Certains diront que la sociologie politique est une branche des sciences politiques, pendant que d'autres diront que c'est une branche de la sociologie. L'intérêt est de voir ce que nous apprend la sociologie politique et non ce qu'elle est vraiment. En ce sens, la sociologie politique est une discipline peu unifiée, qui se caractérise essentiellement par trois choses. Premièrement, un objet, deuxièmement, les phénomènes politiques, et troisièmement, ce n'est pas une méthode. L'une des difficultés pour cerner cette discipline, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce que sont les phénomènes politiques. Elle décrit des relations causales entre les faits sociaux, par exemple comment déterminer mon vote, mais la religion, par exemple, est un fait social politisé par certains acteurs, souvent d'ailleurs par des partis dits libéraux. Il y a donc une confusion entre la sphère privée et la sphère publique. D'après le professeur, chaque phénomène social est plausiblement politisable. La science politique se caractérise par son objet, ce sont les phénomènes politiques. Les sciences politiques n'ont pas de méthode propre, mais ont aussi un objet flou. Le politologue, pour étudier son objet, en s'intéressant aux phénomènes politiques, va mobiliser différentes méthodes. Il va adopter la méthode sociologique, qui offre des outils inestimables pour analyser, comprendre, expliquer les phénomènes politiques. Par exemple, il va comparer, prendre une approche historique, sociologique ou encore relative à des éléments liés au droit. La science politique s'est institutionnalisée par le droit. La science politique a souvent eu tendance à garder un intérêt pour les institutions formelles. La sociologie incite la science politique à quitter ces institutions formelles pour aller dans la réalité sociale afin de refléter des rapports économiques ou encore des relations entre les gens. On peut donc distinguer trois caractéristiques clés de la sociologie politique. Premièrement, l'idée du sociologue-politologue consiste à aller chercher des explications aux phénomènes politiques dans les faits sociaux, c'est-à-dire en dehors des institutions politiques, en dehors des règles formelles. Bien sûr, les institutions, c'est en quelque sorte des phénomènes sociaux, mais c'est sans compter les règles formelles. Les rapports de domination entre groupes sociaux, ou des conflits, ou même des inégalités entre les groupes sociaux. S'intéresser aux caractéristiques sociales des agents qui composent les institutions. Le Parlement doit-il représenter de façon représentative la population d'un pays? Eh bien ça, par exemple, à cette question, on peut y répondre en allant chercher des explications dans les faits sociaux. Une deuxième caractéristique de la sociologie politique, c'est observer, analyser les effets politiques des faits sociaux, y compris ceux qui sont apparemment étrangers aux activités politiques. C'est-à-dire, par exemple, autres que le vote ou la manifestation dans la rue. C'est-à-dire des phénomènes qui n'ont rien à voir avec la politique comme la religion, le premier exemple qu'on a utilisé, car celle-ci peut avoir des effets politiques. Par exemple, la radicalisation. La famille est intéressante pour la sociologie politique car elle est le lieu d'une probable interaction politique et qui peut avoir des effets de politisation. Un dernier exemple, une manifestation des jeunes pour le climat. Ces dernières années, les manifs étudiantes se disaient apolitiques, mais ce n'est pas le cas, et ça intéresse le sociologue politique. Une troisième caractéristique de la sociologie politique, c'est le aller voir, c'est-à-dire le travail de terrain. C'est une composante importante et essentielle du travail du sociologue politique. Et donc ces trois points réunis amènent une discipline extrêmement variée. Entrons maintenant dans le second grand point de cette introduction générale avec des exemples d'études concrètes en sociologie politique avec un grand classique qui est Mills et deux études contemporaines. Le premier est The Power Elite de 1956 qui est donc un titre traduit par L'élite du pouvoir ou Au pouvoir de Mills. Cet ouvrage est la théorie de l'élite concentrée. Elle porte sur l'une des thématiques centrales de la sociologie politique, qui est donc le pouvoir. C'est un des classiques de la sociologie politique qui a été discuté et critiqué.
Mills n'a pas seulement écrit des classiques, mais il est une figure emblématique de la sociologie politique et de la sociologie en général. Il y élabore sa théorie de l'élite concentrée aux États-Unis. Au départ, de l'observation de l'élite politique, de l'élite militaire et de l'élite économique. Il étudie notamment la façon dont cette élite économique parvient à s'immiscer dans la politique pour l'influencer. Les anciens hommes politiques font carrière dans le monde des affaires et certains dirigeants d'entreprise se retrouvent cooptés à des postes politiques. Cette connivence concourt à faire de l'élite politique et économique une seule élite intégrée. Des mécanismes similaires peuvent être observés du côté de l'élite militaire. En 1961-62, Mills publie L'imagination sociologique, où il expose sa vision sociologique. Selon lui, la sociologie doit être critique et engagée à l'image de Bourdieu et doit dévoiler les rapports de force et de domination à des fins d'émancipation et donc pas seulement de description. C'est un auteur très marqué par Weber, d'où son intérêt marqué pour la question de l'État, etc. Sa théorie de l'élite concentrée est internationalement reconnue et est au centre de son ouvrage The Power Elite de 1956. Dans cet ouvrage, il s'intéresse aux puissants, à ceux qui peuvent réaliser leur volonté même si d'autres s'y opposent, comme il l'écrit dans son livre. Les politologues parlent beaucoup du pouvoir, mais l'idée ici c'est d'aller sur le terrain, la théorie de l'élite concentrée. Et ce n'est pas facile car ceux qui détiennent le pouvoir sont évidemment réticents à reconnaître ce pouvoir et à être étudiés, à être observés. Par exemple, on a bien plus d'études sur les délinquants que sur les élites. Mills a le souhait de prendre ce contre-pied, il ne veut pas aller voir les pauvres, mais veut s'intéresser aux élites, prendre le contre-pied de ce qui a déjà été fait et de ce qui se fait en sociologie. Une petite minorité des individus qui ont la capacité de prendre des décisions vont influencer la société tout entière. La première, c'est l'élite économique. Elle a un capital économique important, ce qui constitue une première élite autonome, qui sont les hommes d'affaires. Il y a aussi l'élite militaire. Mills écrit pendant la guerre froide et cherche à comprendre pourquoi cette élite est devenue si importante, toujours en guerre ou en train d'en préparer une nouvelle. C'est évidemment en lien avec l'économie. Et enfin, l'élite politique, c'est celle qui est notamment au cœur du pouvoir décisionnel. Ce qui frappe Mills, c'est qu'une partie croissante de cette élite est composée d'outsiders. Ce sont les personnes non élues qui sont directement nommées sans faire de concours administratif, sans devoir rendre de compte, sans avoir fait campagne. Selon Mills, ce serait l'occasion de créer une bureaucratie efficace. Une bonne partie des élites sont issues des deux premières. Les élites politiques ont besoin de l'élite économique. L'aspect de socialisation est très important. De plus, ils sont formés dans les mêmes endroits, fréquentent le même restaurant, ils s'isolent de plus en plus. Un deuxième exemple d'étude concrète en sociologie politique, c'est Penser la radicalisation, une sociologie processuelle des variables de l'engagement violent, un ouvrage écrit en 2016 par Xavier Chrétier. On pense par exemple à la radication en Corse. Les individus finissent par agir en légitimant le recours à la violence. L'auteur présente une synthèse très documentée sur des travaux de sociologie politique sur la radicalisation. Mais comment est-ce qu'on peut définir ce phénomène? Eh bien, on définira la radicalisation comme l'adoption progressive et évolutive d'une pensée rigide, d'une vérité absolue et non négociable, dont la logique structure la vision du monde des acteurs qui usent pour la faire entendre des répertoires d'actions violentes, le plus souvent au sein de structures clandestines, formalisées ou virtuelles, qui les isolent des références sociaux ordinaires et leur renvoient une projection grandiose d'eux-mêmes. Trois éléments fondent donc l'approche de la radicalisation. Sa dimension évolutive, l'adoption d'une pensée sectaire et l'usage de la violence armée. À la fin de l'article de Chrétier, il y a une synthèse sous forme de tableau. C'est typique de ce phénomène de synthétiser. Parmi le tableau, on va relever d'abord l'effet de groupe, motivé par le groupe qui nous radicalise, ensuite la ségrégation économique, qui est en apparence étrangère aux activités économiques. Les cas nord-irlandais pourraient fort bien illustrer, l'accès à l'emploi est bien plus compliqué pour les catholiques. Et enfin, le dernier point, du côté de la famille, c'est un élément central et très souvent souligné par les sociologues. Voici une citation de Chrétier. La ségrégation économique d'un groupe singulier peut conduire à la radicalisation, particulièrement si elle est perçue comme le résultat d'une politique intentionnelle du pouvoir en place, et plus encore si cette ségrégation se couple d'une forte polarisation communautaire fondée sur une distorsion de l'accès aux ressources. Le cas nord-irlandais pourrait parfaitement illustrer. Fin de la citation. Ensuite, une autre citation.
Élément central et très souvent souligné par les sociologues du phénomène de la violence politique, la radicalisation au travers d'une socialisation familiale et relationnelle est tout à fait déterminante. De nombreux terrains d'études ont permis de mettre en avant cette dimension quasi anthropologique d'un rapport à la violence façonné par une biographie familiale. Que ce soit par l'appartenance à une lignée de combattants, par le simple encouragement familial à l'entrée dans la lutte armée ou par le respect imposé d'une culture clanique violente, la socialisation familiale à l'engagement radical joue un rôle certain. Les exemples basques ou corses attestent lors d'un examen biographique de nombreux acteurs de la lutte armée issus de familles engagées dans le combat nationaliste et parfois même directement touchés par les exactions de la répression. Fin de citation. Et enfin, donc, un dernier exemple pratique de sociologie politique, c'est l'ouvrage How Populists Are the People, Measuring Populist Attitudes in Voters, rédigé par Agnès Ackermann, Cass Mood et Andrzej Kaslov en 2014. Mood est l'un des spécialistes du populisme dont le travail est plusieurs fois cité dans le livre de Muller. Avec ses collègues, ils ont examiné les attitudes populistes d'un échantillon d'électeurs néerlandais en établissant une corrélation avec leur propension à voter soit pour un parti d'extrême gauche, soit pour un parti d'extrême droite. On a sélectionné cet exemple déjà car il fait écho à l'ouvrage de ses auteurs, mais aussi car le vote est un fait politique beaucoup étudié en sociologie politique, en tout cas après la Première Guerre mondiale. L'article fait donc un focus sur les Pays-Bas. C'est une analyse du vote et de ce qui développe la sociologie politique. Cet article se découpe en 3 temps. En premier, il fait une définition minimale du populisme. Le peuple comme étant au cœur de la démocratie, les populistes ont une conception très spécifique de ce qu'est le peuple. Il n'est pas que souverain, il est homogène, pur et vertueux. It's the silent majority. Une deuxième partie de l'article, c'est l'opérationnalisation du concept. Donc, pour se faciliter le travail empirique auprès des 600 personnes aux Pays-Bas, il y a un développement d'items sur lequel vont devoir s'exprimer les citoyens. Et enfin, le troisième point, c'est de chercher des corrélations entre d'éventuelles attitudes populistes et le comportement électoral. Et c'est là où Muller nous dit que les Pays-Bas sont assez intéressants parce qu'il y a deux partis extrêmes qui sont chacun opposés du spectre politique, le PVV avec Wilders et le SP, donc qui est l'équivalent du PTB, du PVDA belge. Il y a une corrélation significative entre les attitudes populistes et les intentions de vote pour le SP et le PVV. Les résultats sont moins évidents pour l'élitisme et le pluralisme, et il y a moins d'hostilité au pluralisme pour ceux qui voteraient SP. Alors maintenant, une petite citation de cet ouvrage. Populists define the people as the core and the heart of democracy. To be sure, this is not unique to populists. The sovereignty of the people also constitutes a core and defining feature of liberal democracy, often referred as to the representative pillar. However, populists have a very specific understanding of the people. The people are viewed not only as sovereign, but also as homogeneous, pure, and virtuous. The people represent the backbone of society. They are the silent majority, constituting the basis of the good society. The people are subsequently contrasted with elites, that is, those who treat in the purity and unity of the sovereign people. The elite is seen as evil, while the people are seen as good. The distinction between good and evil, or pure or corrupt, is an essential distinction and the defining feature of populism. It further separates the populist concept of the people from that of the mainstream parties. Fin de citation. Nous avons maintenant fini l'introduction générale de ce cours et nous allons commencer le premier point, donc la première section, l'espace politique, le cadre des interactions politiques, avec le premier grand point qui est l'État, la nation et le nationalisme. Et dans ce point, on va commencer avec l'autonomie de l'État et la tradition weberienne. Le grand objet d'étude de Weber, c'est l'État. On verra également que la famille est un cadre qui va favoriser le comportement politique, c'est-à-dire l'envie ou non de s'engager en politique. On va parler d'autres auteurs qui sont inspirés de Max Weber, mais le plus important est de retenir l'approche, qui est donc l'approche weberienne. Le premier point est la cage sociale.
Nous intériorisons une série de normes qui s'intéressent à l'importance des institutions. Comment les systèmes politiques perdurent dans le temps? Le pouvoir est, citation, la probabilité qu'un agent pris dans une relation sociale soit en mesure d'imposer sa volonté en dépit de résistance, et cela sans tenir compte de la base sur laquelle s'appuie cette probabilité. Fin de citation. Ce qui distingue le pouvoir de la domination, c'est la légitimation. La notion de pouvoir est donc plus englobante. Ici, la probabilité n'est pas toujours actualisée, mais présente dans un groupe d'agents sociaux. L'ordre social est caractérisé par trois choses, à savoir, premièrement, on caractérise une forme de différenciation sociale. À partir du moment où s'instaurent des relations de pouvoir, elles vont en fait s'accroître et on va assister à une division du travail. Les différences naissent dans les sociétés modernes de la division du travail. Deuxième point de l'ordre social, c'est-à-dire qu'implicitement, on a affaire à des inégalités de ressources. Elles sont inégalement reparties, les individus sont dépendants des ressources qui leur permettent d'imposer leur volonté. Et enfin, troisième point de l'ordre social, c'est qu'il y a une sorte de frontière qui délimite cet ordre et ce qui lui est extérieur. C'est une forme de fermeture qui peut être symbolique, mais qui peut également être physique. La définition du pouvoir de Weber implique plusieurs éléments, dont l'idée d'une frontière qui délimite l'appartenance à l'ordre social établi. Donc Weber a également incité Michael Mann à forger la notion de cage sociale. Citation: The containment of human beings behind clear, fixed, confined social and territorial boundaries. Michael Mann est l'un des plus importants sociologues à avoir abordé la notion de pouvoir. Il défend l'idée selon laquelle toute organisation durable repose sur une cage sociale. On peut la visualiser par les remparts qui vont protéger un groupe, mais qui vont également enfermer au sein des murailles ceux qui y naissent. C'est donc protéger et enfermer. On peut dire donc que contenir les humains derrière des frontières fixes, des systèmes de relations de pouvoir dans le temps qui sont institutionnalisés. Remarque, pour un sociologue, la famille peut également être une cage sociale. La principale des cages sociales est aujourd'hui l'État. Mais pourquoi est-ce que ça perdure? Ce qui fait qu'une cage peut demeurer dans le temps est par exemple un territoire. Contrôler une population dans une zone géographique parfois accidentée. C'est une zone contrôlable. Ou encore en retirer un bénéfice. On s'enrichit, ça nous est favorable. Par exemple, on paye un Minerval bien moins cher que ce qu'il ne coûte à l'État. Percevoir l'ordre institutionnel comme étant légitime. Quand un État-nation est démocratique, sa légitimité repose sur la légitimité populaire. Après ce premier point qu'est la cage sociale, vient le deuxième point, c'est-à-dire le processus de monopolisation et de centralisation du pouvoir. L'apparition de la figure de l'État moderne est le résultat d'une histoire longue et complexe. Cette figure est l'exact inverse du système féodal, puisqu'elle se caractérise par une forte institutionnalisation, une forte centralisation et une grande stabilité. Il y a donc une distinction entre deux formes étatiques. Principalement, il a pris deux formes, même si historiquement, la distinction n'est pas claire. Mais analytiquement, c'est clair. Donc il y a une distinction entre la forme étatique, qui est l'Empire, et celle de l'État-nation. Pour Charles Tilly, qui est un auteur phare dans cette tradition, ouverture de citation, un empire est une entité politique, vaste et composite, liée à une autorité centrale par un système de gouvernement indirect. Fin de citation. On va reprendre quelques éléments de cette définition pour bien comprendre. Donc, composite, on insiste sur le fait que les populations sont regroupées dans une même cage sociale, dans un même empire, mais ne partagent pas ou peu de traits communs. Et on comprend que c'est là que se retrouve le contraste avec la forme d'État-nation. Car l'entreprise du nationalisme, ça va être d'essayer de faire correspondre l'unité politique et l'unité culturelle, ce qui n'est pas du tout le cas dans les empires. Si il y a des tentatives, comme par exemple l'évangélisation des peuples américains, mais bon, ça reste très rare. Deuxième point de la définition, c'est le terme autonomie. Malgré l'allégance à une autorité centrale, par exemple cette allégance se manifeste par le fait de payer des impôts ou d'envoyer des hommes au combat, mais l'idée du gouvernement indirect, c'est-à-dire de reposer sur des individus régionaux, locaux. Cette idée de gouvernement indirect est très importante aussi car dans un empire, on laisse, selon les cas concrets, une forme d'autonomie conséquente. On laisse l'autonomie au segment malgré l'allégance à l'unité centrale. Quels sont les avantages au gouvernement indirect? Eh bien, ça permet de garder ce territoire sans dépenser de trop, sans se soucier de trop, mais c'est également ce qui va causer la perte.
à tel point que les empires vont disparaître petit à petit. On va traiter les empires typiques comme les Chinois, l'Ottoman. Pour certaines raisons, ils vont s'effriter et il ne reste maintenant plus qu'un seul empereur, c'est celui du Japon, même si ce dernier est un État-nation. Il y aura le passage d'un gouvernement indirect à celui plus homogène. Pour Tilly, un État-nation est, ouverture de citation, a state whose people share a strong linguistic, religious and symbolic identity. Fin de citation. La sociologie politique occidentale prend très souvent comme point de départ l'histoire de l'Europe pour rendre compte de l'émergence de l'État. C'est d'ailleurs un des défauts de la politique occidentale que d'être focalisé sur l'histoire de l'Occident. Pourtant, il y aurait bien des leçons à en tirer. L'État avait pourtant émergé ailleurs, bien avant, en particulier en Chine. Comme l'indique F. Fukuyama dans son livre sur les origines de l'ordre politique. Ouverture de citation. Many of the elements of what we now understand to be a modern state were already in place in China in the 3rd century, some 1800 years before they emerged in Europe. The state that emerged in China was far from modern in Max Weber's sense that any of its counterparts elsewhere. The process of Chinese state formation is particularly interesting in a comparative perspective, since it sets precedents in many ways for the process Europe went through nearly 1,000 years later. China was the first world civilization to create a modern state. Fin de citation de Fukuyama. Certains répondront sans doute à Fukuyama que vers la même époque, la République romaine, donc de 509 à 27 avant Jésus-Christ, avait elle aussi développé un État moderne. Sans qu'il ne soit possible de détailler ici les parallèles qu'on peut établir entre ces deux cas, notons que les capacités de Rome n'étaient certainement pas identiques celles de la Chine ancienne. Ouverture de citation. China succeeded in developing a centralized, uniform system of bureaucratic administration that was capable of governing a huge population and territory when compared to Mediterranean Europe. China had already invented a system of impersonal, merit-based bureaucratic recruitment that was far more systematic than Roman public administration, while the total population of the Chinese Empire was rarely comparable to that of the Roman Empire. The Chinese put a far larger proportion of its people under a uniform set of rules than did the Romans. Et voici, nous sommes donc arrivés à la fin de ce premier podcast de sociologie politique. A tout de suite pour le second.